Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à Manim. Aujourd'hui, on va voir nos premières figures géométriques. Alors les figures géométriques, c'est quoi? Eh bien, ça va être le cercle, le carré, le triangle, les polygones, etc., etc. Donc sur Manim, on peut en dessiner plein à l'écran. Je vous ai mis un lien sur Jupyter ici qui est disponible sur mon GitHub, un lien vers la documentation qui vous permet de savoir tous les éléments géométriques que vous pouvez dessiner grâce à Manim. Et puis nous, on va en voir quelques-uns ensemble pour voir comment ils sont construits. Donc le tout premier que l'on va étudier, c'est le cercle, ici. Alors j'ai créé un premier code. Ici, sur Jupyter, pour pouvoir lancer l'animation, il faut utiliser la Magic Cell %% Manim et mettre le nom de notre scène. Alors, sur Manim, tout fonctionne avec des scènes. Une scène, c'est l'endroit où va être dessiné des fonctions, des graphes, des vecteurs, nos figures géométriques. Et donc, ici, ça n'échappe pas à la règle. On crée une classe, et cette classe, ça sera notre première scène. Je l'ai appelée First Circle, pour dire que c'est notre premier cercle. Et cette classe hérite de la classe scène. Toutes nos classes sur Manim devront hériter de la classe scène pour pouvoir justement dessiner des scènes. Donc ici, j'importe tout ce qui provient de Manim, je crée une classe que j'appelle First Circle, et là, pour pouvoir lancer cette animation quand j'exécuterai mon code sur Jupyter Notebook, il faut utiliser ici cette ligne, donc %% Manim, et à côté le nom de notre scène. Ensuite, il faut créer le constructeur. Donc pour ça, on le définit avec le mot-clé def et on l'appelle construct. Donc ça, c'est très important. C'est une sorte de constructeur non pas init comme on a l'habitude avec Python, mais là, c'est une méthode construct qui joue un peu le rôle de constructeur, on va dire. Et enfin, qui prend en paramètre self. Donc là, bien entendu, si vous connaissez la programmation orientée objet en Python, vous savez très bien pourquoi on met ici le self. Maintenant, notre cercle, eh bien, c'est tout simplement un objet instancié de la classe cercle. Donc ici, j'ai une variable qui s'appelle circle, qui est tout en minuscule, et elle est égale à circle, ici avec un C majuscule au début. Donc ça va nous permettre d'instancier un cercle. Maintenant, ce cercle, on peut lui définir une couleur. Pour ça, on fait appel à sa méthode setFill. Donc fill, ça veut dire remplir. Et là, comme couleur, on met pink. Donc pink, c'est rose. Et on lui met une opacité de 50%, c'est-à-dire qu'il sera un petit peu transparent. La méthode play, elle est très importante. C'est une méthode qui permet de jouer une animation. Et une animation sur Manim sera représentée par une méthode. Là, la première animation que l'on va voir, elle s'appelle create. Et on lui passe en paramètre notre cercle. Donc cette animation va créer notre cercle. Et on va la jouer grâce à la méthode play. Pour rappel, ici, un self, c'est notre scène ici, first circle, qui hérite de la classe scène. Donc, notre scène va jouer la méthode create qui va prendre en paramètre circle. Donc, notre scène va créer un cercle. Et ici, on a la méthode wait. Wait, ça permet d'attendre et ça prend en paramètre un float qui indique le nombre de secondes à attendre. Donc, après avoir créé notre cercle, on veut attendre 1 seconde. Une fois que c'est fait, là, pour pouvoir faire fonctionner Manim sur Jupyter Notebook, je vais d'abord exécuter cette première cellule, import Jupyter Manim, et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir exécuter cette cellule avec notre cercle. Donc ici, je clique sur exécuter. Ça va me dire qu'il n'y a pas de dossier média, donc ça, c'est pas très grave. C'est la première et seule fois que ça va le faire. Maintenant, il suffit d'exécuter une autre fois, et là, ça va créer l'animation. Et donc, vous voyez ici, on a un lecteur vidéo qui s'affiche, et ce lecteur vidéo joue une vidéo, la vidéo de notre animation, donc l'animation de création de notre cercle. Alors là, on peut s'amuser un petit peu. Juste là, comme couleur, j'ai pink. Si j'avais mis yellow, donc jaune, et que je réexécute mon code, donc pour ça, CTRL-Entrée, ça recharge l'animation, vous voyez que ça l'a créé ici, et maintenant, mon cercle est jaune. Alors, c'est un jaune qui tire sur le vert, mais ça reste un jaune. Vous voyez que le contour, lui, n'est pas jaune. Alors, le contour, on peut le définir ici lors de l'instanciation de circle, ici. Vous pouvez indiquer une couleur, et on peut, par exemple, mettre la couleur red ici, et on va mettre un cercle de couleur bleue. Donc, pour ça, je vais écrire blue. CTRL-Entrée pour réexécuter ma cellule. Et là, donc l'animation se crée et nous avons un cercle bleu avec un contour rouge. Je vais couper l'animation. Donc ça,
c'est la première figure géométrique que nous avons créée, on va en voir d'autres, et puis on verra un petit peu plus loin dans l'épisode comment les positionner sur l'écran, savoir où les positionner sur l'écran et quelles sont les méthodes qui sont à notre disposition pour positionner les éléments. Descendons un petit peu sur le notebook et intéressons-nous au carré. Donc si jamais, par contre, vous voulez relire tout ce que je vous dis, vous avez les notes sur le notebook et vous retrouverez ça sur mon GitHub, et le lien vers mon GitHub, je le répète, est dans la description. Donc le carré, alors le carré c'est très simple, là contrairement au cercle, ici il faut utiliser l'instanciation, enfin l'objet issu de la classe square avec un S majuscule. Petite information ici, regardez, maintenant ma classe s'appelle first square, donc ici ma scène s'appelle first square, notre premier carré, et quand je veux jouer notre scène first square, eh bien à côté de ma anime tout en haut, j'ai marqué first square, donc prenez-y bien attention. On fait appel à la même méthode setFill pour justement remplir notre carré d'une couleur, et là on lui donne une opacité de 1, ça veut dire que c'est une couleur unie, il n'y a pas de transparence. Toujours pareil, on joue l'animation de création du carré et on attend une seconde, donc là je fais CTRL-Entrée pour exécuter ma cellule, et vous voyez que ça me crée le carré. Donc là on a vu deux choses, on a vu comment créer un cercle, on a vu comment créer un carré, regardons à présent comment créer un triangle. Toujours pareil, ma scène, je lui donne un nom, je l'ai appelé First Triangle, et First Triangle, je fais également appel à ce nom après le %, m'anime au tout début de ma cellule. Petite information, vous n'avez pas besoin d'écrire ceci si vous travaillez par exemple sur Visual Studio Code ou sur Idle ou sur PyCharm, parce que c'est ceci une Magic Cell qui est uniquement faite pour Jupyter pour pouvoir justement lancer nos animations dans les cellules, enfin en sortie des cellules. Donc ici, on utilise le mot-clé triangle qui va nous permettre de créer un triangle. Donc je le stocke ici dans ma variable triangle. Je lui sélectionne une couleur, donc vous voyez, je fais appel à setFill et je vais avoir un triangle vert et je lui donne une opacité donc de 0,4, donc 40%, donc il va être plus transparent que visible, on va dire. Là, je joue l'animation de création du triangle et on attend une seconde. Donc là, si j'exécute, vous voyez que ça crée notre triangle. Il a un contour bleu, c'est parce que de base, le contour est bleu et qu'on n'a rien changé. Ici, rappelez-vous, on peut lui choisir un contour. Donc si je mets contour est égal à red et que je réexécute, là, il me recompile l'animation, il va me la recréer. Et maintenant, vous voyez que notre triangle, eh bien, il a un contour rouge. Pour rappel, si jamais je vais trop vite pour vous expliquer, vous pouvez avec le lecteur YouTube ralentir la vidéo et vous pouvez suivre le code en même temps sur votre propre Jupyter Notebook en ayant récupéré ce code sur mon GitHub. Donc on peut également créer un rectangle. Ici, toujours pareil, et je vais le réinsister à chaque fois pour que ça rentre, mais sur Jupyter Notebook, je lance la scène dont le nom est First Rectangle, et par conséquent, la classe que j'ai créée s'appelle First Rectangle, qui hérite de la classe scène issue de Manim. Ensuite, j'ai la méthode construct, et là, je crée un rectangle. Alors là, on peut lui donner une hauteur et une largeur. Height, en anglais, ça veut dire hauteur, donc là, il a une hauteur de 2. Largeur, c'est width, là, il a une largeur de 4. Je choisis sa couleur, donc son contour sera rouge, son opacité sera de 1, et ensuite, rectangle.setFill, là, je vais le remplir de bleu, et son opacité sera de 75%. On crée le rectangle et on attend une seconde, donc je fais CTRL-Entrée pour lancer l'animation, et voici notre rectangle. On peut ici changer ses paramètres pour voir ce que cela donne, donc on peut lui donner une hauteur de 1 et une largeur de 6, donc relançons l'animation, et là vous allez voir, normalement le rectangle sera plus fin et plus étiré, comme ceci. Donc vous pouvez vous amuser avec les paramètres pour justement apprendre et comprendre le fonctionnement de Manim. Je vais arrêter ce lecteur et on va passer maintenant à l'ellipse. Là, ma scène s'appelle First Ellipse, donc j'ai instancié une classe First Ellipse qui hérite de scène. On a un constructeur, enfin un constructeur de Manim, donc la méthode construct qui a juste en paramètre self ici, et on crée notre ellipse. Donc pour ça, il suffit d'instancier un objet de la classe ellipse qui va avoir, comme le rectangle, une hauteur et une largeur. Alors ici, on a une hauteur de 3, une largeur de 5, le contour sera rouge, l'opacité de 1, et ici, le remplissage sera dans un bleu foncé et l'opacité sera de 75%. Donc là, je fais CTRL-Entrée, ça exécute l'animation et on a notre ellipse. Comme précédemment, on peut s'amuser à changer la hauteur. Ici, je peux mettre une hauteur de 1
et une largeur de 8. Je réexécute l'animation. Et vous voyez que notre ellipse est beaucoup plus fine, beaucoup plus étirée. Donc toujours pareil, amusez-vous avec les paramètres pour créer des formes géométriques de taille différentes. On peut également créer une ligne. Pour ça, il va falloir indiquer 2 points, le point de départ et le point d'arrivée. Alors ici, les points, ce sont des tuples, donc l'objet Python tuple, et cela prend 3 éléments, donc l'emplacement en X, l'emplacement en Y et l'emplacement en Z. Donc ici, mon point va partir de la position 0, 0, 0, et il va aller en 4, 1, 0. Donc X égale 4, Y égale 1, et Z égale 0. Là, je fais appel à la classe line et elle prend en paramètre le point de départ, le point d'arrivée et ma ligne sera de couleur jaune. Je crée, et là vous voyez, ça me crée cette ligne-là. On peut d'ailleurs constater que le 0, 0, 0, c'est le milieu de l'écran. Donc, je peux ici étendre ma ligne. On peut faire -4, ici, -3. Je relance l'animation. Et là, vous voyez que on a une ligne qui est un peu plus grande avec un angle différent. Donc toujours pareil, hein, je vous incite à vous entraîner et à créer vos propres lignes. Vous pouvez même en créer plusieurs, hein. Jusque-là, à chaque fois, on crée une seule forme géométrique, mais on peut en mettre plusieurs. Je vais vous montrer. Là, ça va être start, end. Et je vais, par exemple, ici, en dessous, créer start de est égal. Alors, on va la faire aller dans l'autre sens. Donc, on va la faire partir de -4, 4, 0. Donc, elle sera en haut à gauche. Et on va la faire arriver en bas à droite. Donc N2 est égal, là on va aller en 4, -4, 0. Donc line 2 est égal à line. Et ici je vais mettre donc mon point de départ, start 2, mon point d'arrivée end 2 et ma couleur. Donc ça sera une ligne rouge. Maintenant, je peux faire play, create, line 2. Et on va mettre un petit temps d'attente après de 2 secondes, histoire de bien voir que nous avons nos 2 lignes. Donc là, je vais exécuter ma cellule. Là, il est en train de générer l'animation, donc on va attendre. Et une fois que l'animation sera générée, il va d'abord créer la première ligne, attendre, créer la deuxième ligne, attendre. Puisqu'en effet, dans le code, vous voyez ici qu'on crée la ligne, on attend 1 seconde. On crée la deuxième ligne, et on attend 2 secondes. Donc là, ici, je vais vous remettre l'animation. On a une ligne qui part de -4, -3, 0 et qui va jusqu'à 4, 1, 0. C'est la ligne jaune. Et on a une ligne qui part de -4, -4, 4, pardon, pour aller en 4, -4, 0. Ok, donc ça, c'était pour les lignes. À présent, on peut voir l'anneau. Alors, la classe s'appelle Annulus. Et l'anneau, il a un rayon interne et un rayon externe. Donc ici, j'en ai créé 2. J'ai créé un premier anneau qui a un rayon interne de 0,5. Pour ça, on utilise l'attribut inner radius, donc le rayon interne. Et outer radius, c'est le rayon externe. Là, il est de 1. Pour le deuxième anneau, j'ai un rayon interne de 0,5. Et par contre, j'ai un outer radius de 2. Mon premier anneau est rouge et mon deuxième anneau est bleu. Donc là, ce que vous pouvez constater, c'est que je crée l'animation de création de l'anneau 2, ensuite je crée l'anneau 1, et ensuite j'attends. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien tout simplement parce que l'anneau 2 est plus grand que l'anneau 1, donc on va créer l'anneau 2, et l'anneau 1 va se superposer à l'anneau 2, et on verra nos 2 anneaux. Donc vous voyez ici une petite note en dessous, inner radius c'est le rayon interne de l'anneau, et outer radius le rayon externe de l'anneau. Je lance l'animation, et là comme vous voyez, donc on a notre anneau bleu qui a un rayon interne de 0,5 et un rayon externe de 2, et notre anneau, j'avais mis rouge, bon ça fait un rouge un petit peu orangé saumon, mais qui a un rayon interne de 0,5 et un rayon externe de 1. Donc on a bel et bien nos 2 anneaux qui s'affichent. Un point, alors ça c'est un objet mathématique très très simple mais très intéressant. On peut effectivement créer des points avec manim. Pour ça, il faut faire appel à la classe dot. Dot, c'est point en anglais. Et là, par contre, il faut envoyer un array issu du module numpy. Donc vous voyez ici que j'ai fait import numpy as np. Sachez que ce n'est pas obligatoire, hein, puisque numpy est directement importé avec manim, mais
Là, ça me paraissait important de le rajouter pour que ce soit bien visuel. Donc le nom de ma scène s'appelle FirstDot. La classe, du coup, elle s'appelle FirstDot et elle a la même écriture. Elle hérite de scène. Et là, on lui passe en paramètre un npArray qui va indiquer les coordonnées où se situera le point. Et là, le point sera en 0, 0, 0. Donc avant, pour les lignes, on passait un tuple. Ici, on doit passer un npArray. Donc regardez bien ici, vous avez les parenthèses externes. Et à l'intérieur, vous passez une liste Python avec euh, les indications sur les trois axes, donc X, Y et Z. Ensuite, je crée mon point et j'attends. La couleur du point est en jaune. Donc on peut lancer l'animation. Et là, vous voyez, ça me crée un point central qui est jaune. Bien entendu, on peut changer ici les coordonnées. Je peux le mettre en 3,2, donc x égale 3 et en y égale 2. Je relance l'animation. Là, vous voyez qu'il est en train de me recréer une autre animation. Et mon point, maintenant, est ici en 3,2. Ok. Le polygone. Ici, ma scène s'appelle First Polygon. Donc, elle est ici, classe First Polygon, et ça hérite de scène. On a la méthode construct, très importante. À chaque fois, on construit notre scène dans la méthode construct. Et vous avez ici la création de notre polygone. Donc, on va créer un polygone qui va être constitué de 4 points. Et chaque point, ce sera un npArray à qui il faudra indiquer la coordonnée en x, y et z. Donc là, ici, le premier point sera en -1, 0, donc en x égale -1, y égale -1 et z égale 0. Le deuxième point sera en 1, 1, 0. Le troisième point sera en 3, 2, 0. Et le quatrième point sera en -2, 3, 0. À la création du polygone, vous mettez tous vos points. Donc là, il y en a 4, j'en mets 4. Si vous en aviez eu 100, vous en aurez mis 100. Si vous en aviez eu 2000, eh bien vous en auriez mis 2000. Et si vous en aviez eu que 3, vous en auriez mis que 3. Donc là, vous mettez tous vos points. Polygone, c'est le nom de la classe. Alors attention, il n'y a pas de E comme en français. Ensuite, point 1, point 2, point 3, point 4. La couleur, donc ici, je l'ai mis en bleu foncé, dark blue. Ensuite, son remplissage, donc en bleu avec une opacité de 80%. Et là, je joue la création du polygone. Donc la méthode play, pour rappel, qui joue une animation. L'animation, c'est l'animation create. Et on crée quoi? Notre polygone, donc qui est ici la variable polygone qui stocke l'objet polygone. Alors, exécutons. Et là, vous voyez, on a la création de notre polygone. Donc on a notre premier point en -1, -1 ici. Tac, il part en 1, 1. Ensuite, il part en 3, 2. Il va en -2, 3, et donc on a notre polygone qui est dessiné comme ceci. Alors là, je vous invite très vivement à créer plusieurs polygones pour voir comment cela fonctionne, donc avec plus ou moins de points, et puis tout simplement à voir un petit peu comment ça se dessine sur votre écran et sur votre animation. Je vais couper, et enfin, on va voir la dernière figure géométrique pour cet épisode, l'arc de cercle. Ici, la scène va s'appeler First Arc, donc on a classe First Arc qui hérite de scène. On crée notre scène dans la méthode construct, ça ne change pas. Et ici, on va d'abord créer un angle, ça sera l'angle de notre arc de cercle. Et ici, je fais appel au module math de Python. Donc vous voyez que j'ai importé le module math. Et la méthode radian, c'est une méthode qui prend en paramètre un angle en degrés et qui renvoie la valeur de cet angle en radian. Donc là, j'ai créé un arc de cercle de 180 degrés et je récupère dans angle la valeur de 180 en radian. Ensuite, arc est égal à arc ici, donc là, avec un A majuscule. On met son rayon, donc là j'ai un rayon de 2 avec l'attribut radius. Angle égale angle, donc ici angle c'est l'attribut, le paramètre d'un arc. Et ici cet angle-là, c'est ce à quoi il va être égal, et il sera égal à la variable que j'ai créée là, qui stocke le résultat de math.radian 180. Et enfin, mon arc de cercle, je lui donne une couleur jaune, donc un contour jaune, et je le remplis d'une couleur jaune avec une opacité de 1. Donc là, je vais exécuter le code, vous allez voir, ça va créer un arc de cercle comme ceci. J'aurais pu réduire l'arc de cercle, par exemple, mettre un angle de 90 degrés. Là, je réexécute mon animation, il me l'a recréé. Et vous allez voir que l'arc de cercle sera plus petit, voilà, comme ceci. On peut faire quelque chose d'encore plus petit, par exemple 45. Et là, on va avoir quelque chose d'encore plus minime, comme ceci. Ou on peut avoir au contraire un arc, pardon, là si je mets 360, hop, ça nous donne le cercle.
Ok, donc ça c'était pour toutes les figures géométriques. Alors, il y en a d'autres. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le lien de la documentation qui est présent sur le Jupyter Notebook que je vais mettre sur mon GitHub, mais qui est également présent dans la description de cet épisode. Là, on a passé en revue la création des figures géométriques. Maintenant, on va voir un petit peu comment les positionner sur notre écran. Non seulement les positionner de manière absolue, c'est-à-dire les positionner dans un endroit et puis dire bah, tu restes là, ou les positionner les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire dire par exemple que le cercle jaune doit aller à côté du triangle rouge, etc., etc. Donc on va voir ça dès maintenant. En ce qui concerne le positionnement de nos figures géométriques, il existe deux types de positionnement, soit donner à nos figures des positions absolues, soit leur donner des positions relatives. On va commencer par voir les positions absolues, c'est-à-dire tout simplement leur donner une position qui est sur le référentiel de notre scène. C'est-à-dire que si on lui dit d'aller en 3-3, dans notre scène, il n'y a qu'un seul point qui est en 3-3 et notre figure géométrique sera placée sur ce point. Donc la scène ici, je l'appelle two-edge scene parce que on va utiliser la méthode two-edge de nos figures géométriques qui d'ailleurs sont des M-objects. Tous les objets de Manim héritent des M-objects. Ici, notre classe s'appelle toEdgeScene et on crée notre scène comme d'habitude dans le construct. Alors tout d'abord, on construit nos figures géométriques et je vais créer ici un cercle, un triangle, un carré et un anneau. Mon cercle sera rouge et d'opacité 50%, mon triangle sera vert avec une opacité de 50%, mon carré sera jaune et mon anneau aura un rayon interne de 0,3, un rayon externe de 0,5 et sera rose. Maintenant, on ajoute les figures à la scène. Alors ça, on ne l'a pas vu jusque-là. D'habitude, on fait appel à self.play. Vous n'êtes pas obligé de jouer une animation quand vous ajoutez vos figures à la scène. Vous pouvez tout simplement faire appel à la méthode add qui va ajouter la figure d'un coup sur la scène. Donc là, on ajoute toutes nos figures géométriques. Self.add circle, self.add triangle, self.add square, self.add ring. Sachez que vous pouvez faire appel à tout ça en une seule fois. Donc self.add circle, virgule, triangle, virgule, square, virgule, ring. Là, toutes nos figures sont ajoutées à la scène. Maintenant, on va pouvoir les positionner. On fait appel à la méthode toEdge. Donc là, ça veut dire que ça va les positionner sur les côtés de notre scène. Et là, on va positionner notre cercle en haut. On fait appel au mot-clé up. On va positionner notre triangle à droite. On fait appel au mot-clé right. On va positionner notre carré en bas, on fait appel au mot-clé down, et on va positionner notre anneau à gauche, on fait appel au mot-clé left. Une fois que tous ces éléments sont positionnés, on va attendre 2 secondes, et l'animation sera terminée. Donc ici, je fais CTRL entrée, et là vous voyez, notre cercle rouge est en haut, notre triangle vert est à droite, notre carré jaune est en bas, et notre anneau violet rose est à gauche. Donc ici j'ai mis des petites notes, le up permet de placer un élément en haut, le right à droite, le down en bas et left à gauche. Donc si jamais vous l'oubliez, vous pourrez toujours le relire en revenant sur ce notebook. Mais il est également possible de placer les éléments dans les coins. Pour ça, il faut faire appel à la méthode toCorner. J'ai recréé les mêmes éléments que dans la scène précédente, donc un cercle rouge, un triangle vert, un carré jaune et un anneau violet. Je les ajoute à ma scène, donc là j'ai fait appel à la méthode add de notre scène, donc self.addCircle, self.addTriangle, etc., etc. Et enfin je positionne mes figures géométriques, donc là je fais appel à circle.toCornerUL, ça veut dire up left, donc en haut à gauche, triangle.toCornerUR, donc UR up right, square.toCornerDR, donc down right, en bas à droite, et ring.toCornerDL, là, down left, donc en bas à gauche. À la fin, le self.wait de 2 secondes, donc là je fais un contrôle entrée, et on a bien notre cercle rouge en haut à gauche, notre triangle vert en haut à droite, notre carré jaune en bas à droite, et notre anneau en bas à gauche. Ça, c'était pour toutes les positions absolues. Vous avez également un résumé ici sur le notebook. UR, c'est haut droite, UL, c'est haut gauche, DR, c'est bas droite, et DL, c'est bas gauche. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux positions relatives. La première méthode concernant les positions relatives que l'on va utiliser, c'est la méthode MoveTo, qui va nous permettre de déplacer nos figures géométriques. À savoir, la méthode MoveTo, ça va être un déplacement qui s'effectuera par rapport au centre de l'écran, donc par rapport
à l'origine de l'écran. Alors regardez, premièrement, je crée un cercle vert, j'ajoute mon cercle à ma scène et j'attends 0,5 secondes. Ok. Je crée un second cercle sur ma scène et là, je vais faire appel par contre à la méthode moveTo. Donc ce cercle-là est jaune et je fais appel à moveTo et je lui dis d'aller 3 fois en haut, puis à droite. Donc là, vous voyez, j'ai fait 3 fois up et ensuite, j'ai additionné le mot-clé right. Donc ça va déplacer ce cercle-là de 3 unités vers le haut et d'une unité vers la droite. Ça, c'est par rapport au centre de l'écran. Ensuite, j'ajoute mon cercle et j'attends 0,5 secondes. On va créer un troisième cercle. Alors ici, tac, hop, petit typo positionné avec move-to et un vecteur. Ici, je crée un vecteur np.array qui va en -2, -2, 0, donc en x égale -2, y égale -2 et z égale à 0. J'instancie mon cercle rouge, je remplis mon cercle rouge, et là je fais move-to et je prends en paramètre le vecteur. Alors, ici, ça veut dire qu'on va aller en -2 en x et en -2 en y. C'est l'équivalent d'écrire -2 fois left plus -2 fois up. Alors, attendez, non, c'est deux positions négatives, donc c'est down. -2 fois left plus -2 fois down. Donc finalement, ça revient à -2 fois left, -2 fois down. Donc ça, c'est exactement la même chose, mais on peut également l'écrire sous forme de vecteur. Donc c'est à vous de choisir l'écriture que vous préférez. Et enfin, on ajoute notre troisième cercle. Donc regardons notre premier cercle vert ici. Alors je vais mettre pause. On a notre premier cercle vert qui est au centre de l'écran. Ensuite, on a fait move to 3 fois up plus right. Donc ici, notre cercle jaune est monté de 3 unités et allé à droite. Quant à notre cercle numéro 3, on lui a passé ici un vecteur -2, -2. Donc par rapport à l'origine, notre cercle a été en -2, -2. Et c'est pour ça que notre cercle rouge se trouve ici. Donc ça, c'est la première manière de créer des positions relatives avec Manim avec la méthode moveTo. Il est également possible d'utiliser la méthode nextTo pour placer des objets les uns à côté des autres. Alors regardez, ici j'ai ma scène nextTo que je veux charger avec Manim, donc j'ai créé ma scène nextTo. Ici c'est une classe qui hérite de scène, et dans mon construct je crée ma scène, donc je positionne un premier carré qui est un carré jaune, et maintenant je vais positionner des points tout autour de ce carré pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc ici j'ai créé .right, qui est un point rose, et ce point rose, je vais le mettre à droite de mon carré. Donc pour ça, je fais .right.nextTo, et en premier élément, je lui donne l'élément à côté duquel je veux le placer. Donc là, je dis, je veux placer ce point à côté du carré. Ensuite, je lui dis, dans l'attribut direction, ici le paramètre direction, où je veux le placer, et là, je lui dis right. Right, ça veut dire, je veux placer mon point à droite de mon carré. Et enfin, on peut mettre un buff. Buff, c'est un décalage, c'est-à-dire que plus buff est élevé, plus le décalage sera grand. Si j'avais mis un buff de 4, eh bien j'aurais une distance plus grande entre mon carré et mon point que quand on a buff est égal à 0,5. Ensuite, je vais positionner un point vert au-dessus du carré. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait appel à .up.nextTo qui prend en premier paramètre donc mon carré. Je lui dis que je veux être au-dessus, donc je fais appel au mot-clé up. Et là, je mets un buff de 1, donc il sera un petit peu plus éloigné du carré que notre point précédent. Je positionne un point rouge à gauche du carré, donc je crée .left. Et .left, je fais next to square, donc notre carré, direction égale left, et un buff d'1,5. Donc il est encore un peu plus loin du carré que ce que l'était le point précédent. Et enfin, on positionne un point blanc en dessous du carré, donc .down, et .down.nextTo, le carré, donc square, direction down, et là on met un buff de 2. Ensuite, on ajoute tous nos éléments à notre scène, donc le carré, le point à droite, le point haut, le point à gauche et le point en bas, et on va attendre 2 secondes. Donc c'est parti, on peut exécuter ce code. Et là, vous voyez, j'ai mon point rose avec le buff de 0,5 du carré, donc qui se trouve à droite. Ici, j'ai le point vert avec un buff de 1 qui se situe au-dessus du carré. Ici, j'ai le point rouge avec un buff de 1,5 qui se situe à gauche du carré. Et en dessous, j'ai mon point, alors c'était un point blanc, qui est à un buff de 2 du carré en dessous. On peut placer les éléments à côté d'un autre élément, mais on peut également les placer dans les coins. Pour ça,
on peut utiliser UR, UL, DL ou DR que l'on a vu précédemment. Donc ce code-là est exactement le même que le précédent, sauf que j'ai changé les directions. Ici, au lieu de mettre right, j'ai mis direction est égal à UR. Ici, au lieu de mettre up, j'ai mis UL. Ici, au lieu de mettre left, j'ai mis DL. Et ici, au lieu de mettre down, j'ai mis DR. Donc là, si j'exécute, vous voyez que mes points sont placés dans les coins. Et toujours pareil, vous voyez un petit peu ce que représente le buff, c'est-à-dire la distanciation entre deux éléments. Vous voyez qu'à chaque fois, quand le buff augmente, l'élément est de plus en plus loin. Donc là, on a le point rose qui est en haut à gauche du carré, le point vert, en haut à droite du carré, pardon, le point vert qui est en haut à gauche du carré, le point rouge qui est en bas à gauche, et le point blanc qui est en bas à droite. La dernière méthode, c'est la méthode Shift, qui permet de déplacer un élément. Shift n'est pas à confondre avec Move To. Move To déplace un élément à partir du centre de l'écran, et Shift déplace un élément à partir de sa position. Alors regardez, ici, je crée donc un élément qui est un triangle, et il est de couleur blanche. J'ajoute mon triangle à ma scène et je fais appel à la méthode Shift. Ici, je vais déplacer mon triangle en 2-2. Donc regardons ce que cela donne. Mon triangle est ici, il se déplace en 2-2. Vous voyez, alors il n'y a pas d'animation, hein, ça fait une coupure, mais mon triangle se déplace. Regardez, je crée mon triangle, j'attends une seconde, je déplace mon triangle, j'attends une seconde. Alors là, vous dites, comme mon triangle à la base, il était au milieu de l'écran, on ne voit pas bien la différence avec Move To. Pour ça, j'ai créé un code où on va faire plusieurs déplacements du triangle. C'est un anneau, pardon. On va faire plusieurs déplacements d'un anneau. On va le faire aller vers le haut, puis vers la gauche, puis vers la droite, puis vers bas gauche. Alors ici, vous voyez qu'avec Shift, à chaque fois, on donne en paramètre un NP Array. Donc ici, à l'intérieur de NP Array, je rappelle qu'on envoie une liste avec 3 éléments. Un premier élément qui correspond à l'axe des X, un deuxième élément à l'axe des Y, et un dernier élément qui correspond à l'axe des Z. Donc là, pour aller vers le haut, il suffit de se déplacer seulement de 1 vers Y. Pour aller vers la gauche, il suffit de se déplacement d'aller en -1 sur l'axe des X, etc., etc. Donc là, regardons ce que cela donne pour notre anneau. Là, vous voyez qu'il va à gauche, puis il va à droite, puis il va en bas à gauche. Hop, il revient en position de départ. Et donc avec Shift, à chaque fois, il ne se déplace pas non pas par rapport au centre de l'écran, mais par rapport à sa position sur l'écran. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Ne vous laissez pas avoir entre Move To et Shift, parce que vous pouvez obtenir des comportements que vous ne comprendriez pas. Move To déplace un élément à partir du centre de l'écran, et Shift déplace un élément à partir de la position de laquelle il est. Donc voilà, ça c'est tout ce qui concerne le positionnement des figures géométriques, mais également des textes, hein, que l'on verra plus tard sur Manim. J'espère que cet épisode vous aura aidé, que vous allez pouvoir vous entraîner un petit peu pour justement placer les éléments sur les écrans, voir comment les mettre dans les coins, sur les côtés, voir comment les mettre les uns à côté des autres, les aligner les uns en dessous des autres, ou les aligner en ligne, etc. etc. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve à très bientôt pour un autre épisode sur Manim, où là, on va voir comment animer nos figures.